Hello hello, ça fait super longtemps que j'ai pas repris ma cam, ou en tout cas la dernière vidéo que j'ai postée, voilà, c'était de mon vlog à Naples en Italie. Sachez que depuis j'ai voulu filmer un petit peu, genre il y avait un vlog d'été que j'ai commencé etc, normalement pour mon mois de juin, pour mon birthday. Je l'ai pas fait au final. Voilà, j'ai toujours le brouillon dans ma bibliothèque CapCut, genre dans les projets et tout, il est toujours là, je pense pas le poster. Mais je pense poster cette vidéo par contre, parce que bah voilà, j'étais sur YouTube là tout de suite, parce qu'en plus ce qui est bien c'est que je suis toute seule à la maison, je peux parler autant que je veux, without interruption. Et en scrollant en fait sur YouTube, ça m'avait donné envie de moi-même filmer, et d'au final reposter, de revenir un petit peu sur cette chaîne. J'avais prévu de faire quelques vidéos quand même un peu plus travaillées, comme celle que j'avais fait au tout début. Vous voyez, genre quand je parlais un peu de ma licence de droit, comment j'ai fait pour arriver à mon master. Et voilà, des petites revues littéraires. Au final, j'ai rien fait de tout ça. Euh, Ça fait déjà un mois. Là, quand je filme, on est le 1er août. Je reprends les cours ben, dans la semaine du 1er septembre. J'ai pas encore les dates précises, mais on en est là. Qu'est-ce que je fais actuellement de mon été? Euh, Sachez que je fais pas grand chose, mais que en même temps, comme dit dans la vidéo, dans le titre, en fait ça me plaît de pas faire grand chose. Je vois des gens, mais pas tout le temps. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je vais travailler, puisque du coup, voilà, j'ai réussi à avoir un job d'été, alhamdoulilah. Donc je travaille, ensuite je rentre à la maison, et voilà, c'est une routine un peu ennuyante, qu'on pourrait qualifier d'ennuyante, mais ça me plaît. Voilà, je saurais pas dire, mais en fait, c'est que j'ai l'énorme chance d'avoir un petit taf, de pas avoir de responsabilité quand je rentre à la maison. Et une fois que je quitte le taf, en fait, je quitte le taf et j'ai toute ma soirée de libre. Voilà, en plus, je fais des bonnes horaires. Pour le coup, je sais que je suis très très privilégiée sur ce coup-là. Mais voilà. Voilà, grosso modo, pourquoi mon été serait ennuyant. Même si en soi, ce que j'aime beaucoup avec l'été, c'est que même si je travaille, même si voilà, j'ai pas toutes mes journées de libre à ne rien faire, c'est un équilibre entre faire quelque chose par rapport du coup aux 2 mois que j'ai passé où j'avais fini mon job étudiant, je n'avais pas de travail, je n'avais plus cours, j'avais plus de partiel, rien du tout, où c'était vraiment l'ennui slash la déprime. C'était assez déprimant en fait de rien faire. Mais là en fait, à la fois je fais quelque chose, donc je vais au taf, voilà, j'ai une routine, etc. Et à la fois, je fais rien, dans le sens, je n'ai pas de cours à réviser, je n'ai pas de choses à faire en dehors de mon travail. Et en fait, je peux être dans mes hobbies, en fait, tranquillement. Donc là, du coup, je suis en train de tacler un peu et ma watchlist YouTube parce que j'ai 225 vidéos quand même à regarder et j'en ai descendu encore 4 là tout de suite. Donc j'ai YouTube, je considère YouTube comme un hobby parce que j'aime beaucoup les vidéos, ça me donne des inspi pour moi-même faire mes propres vidéos, des fois des montages que je voudrais appliquer. Voilà, je considère ça comme un hobby, comme regarder des séries, comme regarder des films. Et bah écoutez, moi je regarde des vidéos YouTube. Donc on a ma watchlist que je suis en train de descendre et mes livres, bien entendu. Et une toute nouvelle obsession parce que chaque année il me faut un truc pour m'occuper pendant l'été. En 2024, c'était Dress to Impress et je lisais tous les Rebecca Kwan qui sont juste derrière. Je lisais ça. En 2025, c'était K-pop Demon Hunter. Voilà, j'ai saigné le film pendant 2 bonnes semaines. Après, ça m'a gavé. Ça m'a gavé, j'avoue, je me suis vite lassée. Mais j'ai passé de très bonnes semaines quand même à avoir une petite obsession. Et là, depuis le 28, je crois. Non, samedi dernier. Donc là, on est le 1er août, je sais pas combien ça faisait avant. Mais le samedi juste avant, donc il y a une semaine, je sais, j'ai pas la date qui me revient en tête. Peut-être après au montage, je vérifierai. Donc la semaine dernière, je suis allée voir l'Odyssée de Christopher Nolan. Et j'avoue que ça fait un petit moment que sur YouTube, je ne regarde que ça. Voilà, je ne regarde que ça me plaît et je pense bientôt acheter les livres très vite parce que en fait, faut savoir que l'Iliade, de base, c'est devenu mon mythe préféré en hiver. Là, début d'année 2026, j'ai découvert l'Iliade avec la série, attendez, je vous la mets là, la série de 4 vidéos de Ziophania, parce que elle s'appelle Tiffany. Mais j'adore ces vidéos. Voilà, en fait, c'est un mélange entre t'es au bar avec une copine et elle te raconte des potins, et t'es une enfant à qui on te raconte une histoire. C'est hyper prenant, sa narration, elle est trop bien. En fait, les 4 vidéos là
55 minutes, voire 1 heure, je les ai pas vus passer. Donc j'ai vraiment adoré. Et là, avec l'Odyssée, du coup, elle a posté des vidéos sur le mythe de l'Odyssée. Donc du coup, j'étais là, purée, trop bien. Donc je suis allée voir le film parce que beaucoup de monde en parlait, voilà. Les débats avec l'IMAX 70 mm, perso, ça m'intéresse pas. C'est juste... Écoutez, le monde du cinéma, je ne m'y connais absolument pas. Moi, je suis allée voir un film, j'ai kiffé le film. J'ai pas trouvé qu'en scope, on loupait grand-chose. Après, peut-être si j'avais la comparaison avec l'IMAX 70 mm, là, oui, j'aurais pu dire qu'on manque des trucs de fou. Mais écoutez, mon appréciation de ce film et du format dans lequel il m'a été diffusé bénéficie justement du manque de comparaison. Donc ça, c'est cool. J'ai passé un très bon moment à regarder le film. Après, je connaissais déjà un peu le mythe. Hein. Je connais pas dans les détails, mais je connaissais déjà un peu le mythe et il y a des trucs qui m'ont déçu. Voilà, ça revient. C'est quoi qui m'avait déçu surtout la scène avec le cyclope, qui est une bête sauvage assoiffée de sang. Juste, il a des petits moutons et il fait de la feta, alors que de base, Polyphème est un être doué d'une bonne intelligence. C'est pas le plus... Voilà, c'est pas un esprit qui peut rivaliser avec Ulysse. Hein. Ulysse reste le plus doué des hommes. Mais Polyphème est quelqu'un d'intelligent et on en a fait une bête sauvage dans le film de Nolan. Ça, j'ai pas trop aimé. Les sirènes, j'ai trouvé que la scène était courte. Elle était bien exécutée dans sa vision. Elle était un peu courte. Et surtout, Pénélope. Ah, Pénélope, elle était trop bien de A à Z. Mais il manquait un seul truc. Un seul truc. C'est après avoir... attendez. Je vais mettre une vignette spoil, surtout que pour ceux qui ne connaissent pas le mythe et qui ne voudraient pas, voilà. Je vous mettrai la timeline juste après, mais zappez cette petite scène. Donc, juste après avoir défié les prétendants avec bandé l'arc d'Ulysse et tiré entre les 12 haches, il fallait que le prétendant du coup qui gagne ce défi, elle lui pose une dernière question. Et la question c'était: est-ce que tu peux arracher le lit fait en olivier qui est dans ma chambre parce que mon mari Ulysse l'a fabriqué mais j'en veux plus. Et en fait c'est comme ça qu'elle reconnaît Ulysse, parce que Ulysse, il a fait quoi? Ulysse et Pénélope, ils sont comme ça, écoutez. Ils sont comme ça. Pénélope est la raison pour laquelle la guerre de Troie a commencé. Si vous connaissez le mythe de l'Iliade, vous savez de quoi je parle. Pénélope est la raison pour laquelle la guerre de Troie a commencé, ce n'est pas Hélène. Hélène, c'est le cœur, c'est la justification. Mais le commencement, même s'il y a tout le tintouin avec les dieux, etc., c'est le serment de Pindare, c'est Pénélope et Ulysse. C'est Pénélope et Ulysse. Donc Ulysse, lui, il est en mode « Mais non, impossible que j'arrache ce lit. Il est fait avec l'olivier parmi lequel on s'est déjà rencontrés. Et si je l'arrache, toute la maison s'effondre parce que toute la fondation tient à cet olivier et à ce lit qui est construit. » Vous voyez, il manquait ça. Il manquait ça. Du coup, j'étais un petit peu en mode « Oh, Nolan, pourquoi tu as fait ces choix-là ?» Parce que autant il y a des choix scénaristiques qui ont été machin et tout, genre la scène avec Circé, je peux comprendre pourquoi elle a été réalisée comme ça. Quelle autre scène? Le détail des dieux qui n'apparaissent pas forcément à part Athéna, je peux comprendre aussi pourquoi, parce qu'en plus j'ai vu la critique de Régel Gorilla, c'est pas un personnage que j'apprécie, mais j'ai bien aimé son analyse. Donc je peux comprendre pourquoi. Mais là en fait on parle de symboles, on parle vraiment des trucs emblématiques de la guerre de Troie, enfin de la guerre de Troie, du mythe de l'Odyssée. Du coup j'étais un peu restée sur ma faim. Vous voyez? Parce que je suis pas quelqu'un de très... Voilà, comme je vous ai dit, le monde du cinéma, les critiques de films, etc., j'y connais que dalle. Mais j'aime bien la mythologie grecque quand même. Donc il y avait des trucs sur l'Odyssée que je connaissais et je suis un peu restée sur ma faim, comme ça. Mais, du coup, ça m'a réveillé, comme j'ai dit tout à l'heure, mon intérêt pour l'Odyssée. Et qu'est-ce que j'ai regardé dessus? J'ai commencé la série du coup de Zéophania sur l'Odyssée. J'ai mis à regarder plus tard les vidéos de 4 heures chacune des grands mythes de Arte. Je sais que je connais l'Iliade par cœur. Et l'Odyssée, je commence à connaître le mythe, mais j'ai envie de les regarder quand même. J'ai regardé quoi? Je suis allée chez une pote et on s'est tapé 2h30 de watching de la comédie musicale épique, parce que c'est une comédie musicale audio de base inspirée de l'Odyssée, mais il y a des animations fan-made qui ont été faites, donc du coup c'est comme un film. C'est comme un film, en fait, la playlist est diffusée avec les clips et donc du coup t'arrives à suivre l'Odyssée à travers ces musiques. J'ai adoré Epic. Voilà, j'ai retrouvé les choses qui me manquaient par rapport au film de Nolan dedans. Du coup c'est trop bien. Et là même maintenant j'ai envie de la regarder alors que je l'ai regardé mercredi. J'ai regardé mercredi, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. J'ai une playlist comme ça, longue comme le bras. J'ai quand même envie d'aller regarder Epic à nouveau. Et en plus ma chanson préférée, en tout cas pour l'instant, c'est Full Speed Ahead. Même si je pense que...
Voilà, petit à petit, je pense que je vais la re-regarder, réécouter la musique et il y en aura d'autres. Pour l'instant, c'est vraiment Full Speed Ahead. Et j'ai quoi aussi dans ma playlist? J'ai une vidéo d'une demi-heure sur pourquoi il faut encore lire l'Odyssée aujourd'hui. J'ai envie d'acheter les bouquins de l'Iliade et l'Odyssée, même si je sais que l'Iliade, c'est pas la guerre de Troie au complet, c'est juste la dernière année. Et il y a même pas des trucs emblématiques comme la mort d'Achille et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bah du coup le mythe du cheval de Troie, je ne crois pas qu'il soit chez Homère parce que de toute façon la guerre de Troie n'était pas finie quand Achille est mort. Et si Achille n'est pas mort dans l'Iliade, et ben c'est que la guerre de Troie n'est pas finie au moment où l'Iliade se termine. Je le sais ça. J'ai quand même envie de prendre l'Iliade, de lire l'Odyssée. J'ai envie de lire l'Iliade et l'Odyssée traduite en anglais par Emily Winson parce qu'on raconte que sa traduction en 2018 a relevé de nombreux biais misogynes qui ont été sortis dans les traductions précédentes. J'ai envie de voir. J'ai envie de faire quoi aussi? J'ai failli le mettre en boîte à livres, mais au final, il est là. J'ai envie de lire Circé de Madeleine Miller. J'ai envie aussi de lire Le Chant d'Achille. J'ai envie de tout lire. Tout ce qu'il y a sur l'Iliade et l'Odyssée, j'ai envie de mettre ma main dessus. Et aussi, je vous ai pas dit, j'ai une analyse de 2h30 sur laquelle je suis prête à dive into dès que j'ai lu les bouquins, dès que j'ai lu l'épopée originale homérique. C'est une classiciste qui analyse le film de Christopher Nolan par rapport au vrai mythe pendant 2h30. Et je vous assure que je serai capable de m'asseoir et de tout regarder d'un coup. On en est là. On en est là pour l'obsession de cet été. J'adore. Sachez que... Attendez, j'arrive pas à le mettre. On va le mettre comme ça. Je passe un excellent moment cet été. Et ça, c'est quoi qui me le permet? C'est le fait de ne rien faire du tout. C'est le fait d'être à la maison, de m'ennuyer un petit peu. Et l'ennui apporte la créativité. L'ennui apporte l'intérêt. L'ennui apporte l'intellect. Et je m'éclate. Je m'éclate à jouer l'intellectuel. Je m'éclate à apprendre des trucs. Je m'éclate à redécouvrir la mythologie grecque. Du coup... c'est la raison pour laquelle mon été est ennuyeux. Je ne cherche pas à faire... je vois des amis, bien sûr, j'ai déjà des rendez-vous prévus, j'ai pris des cafés avec des copines. Du coup, Elena, avec qui je suis allée voir la comédie musicale d'Epic, on est aussi allé voir l'Odyssée ensemble. Donc, voilà. J'ai des plans quand même, je vois des amis, j'ai des amis avec qui je suis allée au taf, en plus, qui étaient mes collègues pendant un mois entier, là, en juillet. C'était cool. Mais parce que mon été est ennuyant, je fais, du coup, tous ces trucs qui m'apportent beaucoup de bonheur. Vraiment, je m'éclate en fait. Et parce que je m'éclate, j'ai pas envie de changer mon été pour qu'il soit moins ennuyant. C'est-à-dire sortir plus, voir plus de monde. Là, je suis sortie 3 jours d'affilée, je vous avoue que ça m'a éclaté. Donc du coup, ce samedi, c'était prévu qu'on fasse quelque chose, mais en fait, ça a été reporté à demain. Et du coup, je suis pas sortie. J'avais prévu quelque chose, je l'ai reporté avec une amie, du coup, à cause de ce qui devait arriver aujourd'hui, mais qui arrivera demain. Donc du coup, je suis pas sortie. Donc du coup, je filme cette vidéo et je continue de regarder mes trucs chéris sur la mythologie grecque, sur l'Iliade et l'Odyssée, sur Ulysse, Achille, Hector, Agamemnon, Ménélas, Hélène, Clytemnestre, Athéna, Apollon, Hermès, Éole, tout le monde. Tout le monde, je m'éclate. Anyway, voilà, ça c'était le petit papotage. Voilà. J'avais envie de papoter en fait, c'est tout. J'avais envie de raconter ma life. Cette vidéo n'a pas beaucoup de but, mis à part le fait de raconter ma passion soudaine et prenante pour la guerre de Troie et pour Ulysse. Mais j'avais envie aussi de parler un petit peu de ma pile à lire parce que ça, c'est quand j'avais regardé le dernier vlog de Louis CZNV sur son déménagement. Il s'est mis à parler de bouquins à la fin, du coup je me suis dit, pourquoi je continuerai pas comme ça? Bien entendu, l'Iliade et l'Odyssée n'y sont pas encore. C'est ma palle prévu, mais il faut savoir que je suis une énorme mood reader, donc il y a de fortes chances que je ne les lise pas, ou alors que je ne les lise pas tous parce que j'ai changé d'avis. Pourquoi? Ce qui était prévu de base, c'était... c'était ça. C'était la trilogie d'Aïvabad, c'était les frères Karamazov de Dostoïevski, et c'était une relecture de The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde, que d'ailleurs c'est mon premier paperback anglais que j'avais acheté à Londres. Voilà. J'ai des sentiments pour ce paperback, faut le savoir. Mais j'ai aussi des souvenirs qui me sont revenus d'une obsession que j'avais quand j'avais 11 ans. Quand j'avais 11 ans et que j'ai découvert Olivier Dion. Si vous savez de quoi je parle, écoutez, c'était une certaine comédie musicale, voilà, avec un certain groupe d'hommes qui savent se battre avec des épées sous Louis XIII, avec un capitaine qui s'appelle Monsieur de Tréville, et un jeune garçon qui essaie de les rejoindre et qui s'appelle D'Artagnan. Voilà, j'avais une obsession à 11 ans sur les Trois Mousquetaires, avec la comédie musicale en plus qui était passée à Clermont, et j'étais allée la voir avec ma maman. Trop bon souvenir, Olivier Dion, c'était un pain, mais incroyable, et en plus l'histoire elle était trop bien adaptée.
Voilà, elle était trop bien adaptée, c'est une comédie musicale donc je garde de très très bons souvenirs. Impossible de la trouver sur YouTube, ça me saoule. Il y a que les pistes audio, il n'y a pas de trucs animés comme il y avait avec Epic et c'est pas filmé non plus comme Hamilton parce que j'ai aussi la comédie musicale d'Hamilton à aller voir et je voulais voir The Greatest Showman. Voilà, j'ai envie de me refaire la carrière de Lin-Manuel Miranda, ça se trouve je vais même regarder Vivo et je vais me taper un rewatch de Encanto juste pour les chansons. C'est tout à fait possible, mais c'est pas la même chose. On n'a pas la même culture des comédies musicales et des chansons, j'ai l'impression, aux États-Unis qu'en France. Donc autant on a des traces entières, on a Hamilton qui a été filmé en entier pendant la représentation de Broadway. Les Trois Mousquetaires, impossible à trouver. Mozart l'opéra rock, impossible à trouver. Je pense qu'on a juste les pistes audio. La comédie musicale de Robin des Bois avec Matt Pokora à l'ancienne, je sais pas si elle est trouvable, sûrement les pistes audio, mais impossible à trouver filmée comme Hamilton. Et ça me désole. Mais j'ai sorti ça de ma bibliothèque. Voilà, Les Trois Mousquetaires, c'est le tome 1 d'Artagnan. À l'époque, j'avais lu 100 pages, ça m'avait gavé. Mais je me dis qu'à l'époque, en fait, j'étais peut-être en panne de lecture et que j'avais pas envie de le lire à ce moment précis. Parce qu'en plus, il faut savoir que Dumas, en tout cas Dumas père, là je parle de Dumas père, pas de Dumas fils. Dumas fils, je connais pas tant que ça, faudrait que je découvre un peu son travail. Dumas père, c'est un peu comme les gros pavés qu'on a, genre Guerre épée, Anna Karenina, et je crois les frères Karamazov en font partie aussi. Il publiait ses écrits sous feuilleton. Genre, c'est-à-dire, c'était des chapitres qui étaient publiés dans des journaux, et du coup, il fallait attendre après pour avoir les autres chapitres petit à petit. Et je pense que Les Trois Mousquetaires, ce qui m'a pas accroché, je crois qu'il y avait aussi le Comte de Monte Cristo qui était publié sous feuilleton, et ben, c'est le fait que, voilà, déjà, les chapitres sont longs, et surtout, ben, je trouvais que les chapitres se finissaient toujours mal. Dans le sens, pas de mauvais événements en mauvais événements, mais dans le sens là, je restais sur ma faim et en fait je pense que c'était juste le format de l'époque qui faisait qu'il fallait laisser un petit peu de suspense pour donner aux gens envie d'acheter l'autre journal pour continuer les aventures de D'Artagnan. Donc j'avais envie de le reprendre. Voilà. Là tout de suite du coup, ce que j'ai lu, donc les classiques, je les ai pas encore entamés. C'est, j'ai l'impression que je me m'éparpille de fou en fait quand je parle. Ça se voit que j'ai vu personne cet été, c'est un truc de fou. Ça se voit que je sociabilise pas. Anyway, c'est La Cité de laiton, The City of Brass. Il faut que j'achète peut-être le préquel parce que elle me plaît beaucoup cette série. En fait, c'est un peu paradoxal parce que celui-là, je l'ai dévoré en genre 2 semaines. En plus, c'était une relecture. J'avais déjà lu l'année dernière. Après, j'ai acheté les 2 autres tomes. C'était un cadeau de mon papounet. Du coup, je suis allée chercher les 2 autres tomes. Et j'en suis à celui-là depuis bientôt 3 semaines. Et comme vous le voyez, je ne l'ai toujours pas fini. Et ça, c'est le 3e tome. Tout neuf. Le dos n'est pas encore craqué comme les autres paperbacks que je peux avoir. Mais il va bientôt. En fait, j'ai une relation de amour-haine avec cette série parce que le tome 2, je l'ai trouvé très long. Et je sais pas si c'est parce que du coup, mon envie de lire et mon temps d'attention ont fait comme ça. Donc du coup, j'ai eu un long moment où genre, j'étais plutôt en train de lire des trucs sur Tumblr, AO3, if you know, you know, que sur le Royaume de Cuivre. Mais maintenant, j'ai repris, du coup, on arrive à peu près à la fin. Je crois qu'il me reste un peu moins de 200 pages. Et là, les rebondissements reprennent. Et par contre, je ne sais pas si je vais, comme j'ai fait avec The City of Brass, si je vais continuer avec le 3e tome directement, ou si du coup, je pense très probablement faire une pause dedans et attaquer avec Dumas. Mais de ce que j'aime beaucoup, sans spoil, pour l'instant, les personnages sont hyper complexes, certains plus que d'autres quand même, et certains sont plus complexes que certains dont on soupçonnerait la complexité. Je sais pas comment expliquer. En gros, il y a 3 persos principaux. Il y a Nari, donc c'est une con artist, pas le gros mot, con artist, C-O-N, plus loin artiste, genre artiste de rue, genre Annick dans Le Flambeau. C'est elle. Messieurs, bonjour, bienvenue au spectacle des arts de rue. Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Et en fait, elle est arrachée du Caire par un djinn, genre un génie, qu'elle a invoqué par erreur. Et en fait, elle est ramenée dans la cité de djinn parce qu'elle aussi, en fait, c'en est une. Et en gros, on suit un peu ses aventures dans cette cité, donc Daevabad, la cité de laiton, parce qu'elle est entourée de murs en laiton. Comme par hasard. Comme par hasard. Et ensuite, on a du coup Dara, ou Darayavarouche. Darayavarouche, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je sais pas si je le prononce bien, mais je pense que si. Genre, je vous mets le nom juste ici. Donc Dara, c'est lui qui va se charger de l'emmener, et en fait, on va découvrir
tout un truc autour d'elle et tout. Je peux pas trop vous en dire, parce que ça reste quand même assez loin dans l'histoire, et ça fait un peu de spoil, même si bon, c'est un des premiers trucs qu'on sait, mais en même temps, c'est comme ça que l'aventure commence, vous voyez, j'ai pas envie de spoil. Donc il va déterrer plein de choses sur son passé à elle, et comment construire son avenir, du coup, à Daevabad, et en gros, il va lui être un allié, et un peu... ouais, un allié. J'ai pas d'autres mots. Et d'un côté, on a Ali Zaïd. Ali Zaïd, lui, c'est un très jeune djinn, parce que les djinns vivent plusieurs siècles. Lui, il a seulement entre 18 et 25 ans. Voilà, il est très très jeune. Considéré comme un bébé, limite, comme un ado un peu rebelle. Et lui, en gros, on suit un peu ses aventures de son côté, sauf qu'elles vont être inextricablement liées à Dara et Nahi. Alors que de base, il faisait sa vie de son côté, le pauvre. Mais bon. Anyway. Donc les persos, je trouve qu'il y a des persos secondaires qui sont mieux construits que des persos principaux. Je vous le dis tout de suite, on arrive à la fin du 2e tome, j'ai toujours ma préférence pour Ali Zaïd, et pas pour Dara. Parce que Dara, je le trouve moins bien construit, mais en même temps, j'ai toute une théorie autour du fait de pourquoi il n'est pas aussi bien construit. Et si c'est comme ça que l'autrice l'a voulu, ou alors c'est juste ma propre interprétation, mais écoutez, les livres, c'est tellement compliqué à écrire qu'il y a tellement d'indices qui sont laissés que je pense avoir raison. Ou alors c'est ma théorie qui... My theory makes sense in my head, vous voyez. Donc, it makes sense to me. Donc, voilà, je peux comprendre pourquoi il est moins bien, ou il évolue plutôt moins bien que les autres, surtout qu'un personnage auquel j'aurais pas pensé qu'il évolue comme ça, mais il a bien évolué dans sa mauvaise évolution. Voilà. Mais Dara, j'avoue que j'étais un peu en mode... En fait, pour moi, Dara, c'est le bad boy. Dara, t'es obligé d'avoir un crush sur lui si t'aimes les bad boys, vous voyez. Et c'est pas trop ma cam. Ou alors c'est peut-être que j'ai grandi parce que du coup, la pote avec qui je le lis, elle me disait qu'à l'ancienne, elle était déjà genre folle amoureuse de Dara en mode « Ah, Dara, tu es si beau, tu es si sombre, tu es si mystérieux. » Mais moi, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas et je pense que c'est mon âge et le fait que mes goûts en matière de fantasy ont évolué et que mon lobe frontal se développe aussi. J'ai du mal avec les bad boys. Donc du coup, je suis en mode, frérot, ça doit faire... Celui-là, il fait 500 pages. Celui-là, il en fait 640. Ça fait 1100 pages, 1150 pages que t'es coincé dans ton roleplay de bad boy. S'il te plaît, évolue. Évolue. Et on a encore 800 pages là-dedans. J'espère que il va quitter son rôle de bad boy et qu'en fait, il va évoluer, vous voyez. Et s'il évolue comme je pense qu'il pourrait évoluer... soit par l'intervention de personnages, soit parce qu'il entame une déconstruction, parce qu'il en a besoin, hein, le coco, ou alors il va consulter un psy comme tout le monde. Et bien écoutez, s'il évolue comme je voudrais qu'il évolue, il pourrait remonter très haut dans mon estime. Et s'il reste encore bloqué dans son rôle de bad boy là-dedans, bien écoutez, ma préférence pour Ali Zaïd va rester. Et en fait, ce qui me foudroie de rire, c'est que cette série, en fait, c'était un pré-shot de True Beauty. C'était un pré-shot de True Beauty. On a la perso principale dont j'ai mangé le nom parce que j'ai jamais regardé le drama. On a... comment il s'appelait ? Sunwoo et Sojun, je crois. Bref, on a le mec genre hyper parfait, hyper intelligent, un peu... Enfin voilà, hyper attentionné. Donc c'est clairement Ali Zaïd, vous voyez. Et on a le bad boy. On a Dara, donc on a Sojun. J'allais spoil ça aussi. On va se taire. Mais en tout cas... c'est le triangle amoureux de True Beauty, je le pré-shot comme ça. Il y a tellement de trucs, de toute façon, que ce soit dans la mythologie grecque, que ce soit dans True Beauty, que ce soit là-dedans, que ce soit dans Exo Kitty. Il y a tellement de tropes. En fait, la trope du triangle amoureux avec le mec parfait, le bad boy, elle se retrouve partout. Et ça me fait mourir de rire parce que moi, ma référence, c'est True Beauty, alors même que c'est sorti après la série Daevabad, en fait. Il me semble, le dernier tome, il est sorti quand ? Alors attendez, je vais pas me spoil. 2021. True Beauty a commencé à sortir en 2021, dans mes souvenirs en tout cas. Donc, voilà, je dirais que c'est Daevabad qui aurait pu pré-shot True Beauty. Mais en même temps, True Beauty, c'est tellement ma référence, tellement c'est cliché, tellement c'est ennuyeux, que du coup, ça me fait mourir de rire. Eh mais attendez, j'ai pas fini. Je viens de me rendre compte que j'ai pas parlé, du coup, de mes 2 autres lectures. À venir en tout cas. Et bah écoutez, on va commencer parce que j'étais à deux doigts de couper la vidéo en fait et d'un coup je me suis dit mais attends, j'en ai pas parlé. Donc on va commencer, je pense qu'on va commencer par celui-là. Ouais, on va commencer par celui-là. Donc les frères Karamazov de Dostoïevski. Alors les frères Karamazov, de ce que j'ai compris, on suit une famille, donc un père et 3 frères.
J'avais tenté de le lire, donc mes souvenirs sont lointains. Je m'étais arrêtée pareil il y a une centaine de pages, ça en fait 990. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Mais c'est ok. Summer is for big chunky books, and I like big chunky books. Donc de ce que j'ai compris, c'est un père et 3 fils, on suit un peu leur évolution, du coup dans une Russie tsariste qui perd un peu de sa grandeur. Sauf qu'à un moment donné, le père est assassiné. Et en gros, on ne sait pas lequel des 3 frères l'a fait. Voilà, c'est quoi. Donc les frères Karamazov, voilà, c'est la famille. C'est la famille Karamazov. Moi, j'ai la traduction de Folio, mais il me semble beaucoup de gens ont plutôt recommandé celle de Babel. Après, je veux pas l'acheter pour autant, voilà. On me l'a offerte à mon anniversaire. Merci beaucoup, Elena. Il y a deux Elena que je connais. Donc Elena avec qui j'ai regardé Epic, ce n'est pas Elena qui m'a offert les frères Karamazov. Donc si une de vous deux passe par là, ne vous reconnaissez pas dans ce que j'ai dit si je n'ai pas regardé Epic avec vous deux. Et ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis maintenant si vous ne m'avez pas offert les frères Karamazov. C'est juste 2 personnes différentes. Donc merci Elena quand même de me l'avoir offert. Je vais l'attaquer je pense cet été ou alors cet automne dans le bus. Je me vois bien le lire dans le bus. Mais voilà. Ce qui m'avait En fait ce qui m'avait rebuté c'était le niveau de langage. Parce que les traductions russes c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Et pourtant il y avait un livre que j'avais lu à l'ancienne que j'avais trouvé dans genre un amas de livres abandonnés à Paris. Je l'ai plus là. Je l'ai jeté je crois. J'aurais jamais dû. Il était trop bien. C'était sur le règne de Catherine. Je sais pas exactement c'est quelle Catherine. Je m'y connais assez mal en histoire, surtout en histoire russe. C'est un peu... It's a shame for me, I know. Mais c'était une Catherine qui était devenue tsar. Et en gros, on suivait un peu tous les complots politiques autour d'elle. Ce qu'elle faisait aux autres et ce qu'elle subissait de la part des autres. C'était trop trop bien. Et déjà à l'époque, le niveau de langue, enfin voilà, c'était du russe. C'était du traduit en russe, vous voyez, de la traduction de la Russie. C'est compliqué. J'en perds mes mots déjà rien qu'en l'expliquant tout de suite. J'ai l'impression la phrase que je viens de faire, it makes no sense. Mais je l'ai comprise. En gros, traduire du russe au français, c'est hyper compliqué parce que déjà, les personnages ont 50 surnoms. Voilà, je me rappelle que de Alexei, qui s'appelle Alyosha, parce que ça ressemblait à Alexei, genre à elle. C'est vraiment le seul à elle qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc déjà, je me souviens que de lui. Et je crois que c'était le seul dont j'avais pu identifier direct l'identité avec son surnom. Les autres, j'ai eu du mal. Et en fait, de ce que je me rappelle, le niveau de langue me perdait parce qu'on passait de l'intrigue à la description, à de très longues descriptions. Puis après, on revenait sur 2-3 phrases d'intrigue pour à nouveau partir dans la description. Soit de la description de la psyché des persos, soit de la description autour. Genre, Dostoïevski, il peut passer un paragraphe entier à décrire de la neige. De la neige. Une étendue blanche dans la nature, tu passes un paragraphe, tu passes 10 lignes entières à la décrire. Du coup, ça, très vite, ça me perd beaucoup. Mais je voulais quand même prendre le temps de le lire parce que on me l'a offert. Ça fait un moment qu'il est dans ma bibliothèque. J'ai l'impression de ne pas faire honneur à mes cadeaux d'anniversaire quand on m'offre des livres et que je ne les lis pas. Et surtout, par contre, regardez la taille de l'écriture. Comme si ça ne pouvait pas suffire qu'il fasse 1000 pages. Il fallait que ce soit écrit petit comme ça. Mais j'ai envie de le lire. J'ai envie de redécouvrir l'histoire. Peut-être que c'est pas le bon mood de lire dans un été caniculaire, quelque chose qui se passe en hiver. Mais écoutez, je me dis que je peux avoir froid par procuration. Ça fait plaisir. Donc voilà, celui-là il est prévu. Je ne sais pas encore pour quand, mais je pense pour cet été / cet automne si j'ai pas le temps de le lire maintenant. Et celui-là c'est en bonus. Du coup, je pense qu'il va bientôt finir dans ma palle d'automne, qui est d'ailleurs déjà dans ma tête. Je pourrais vous en parler juste après. Mais c'est une relecture. Et celui-là, par contre, je l'avais trop aimé. Ce que j'avais aimé en fait, c'est un peu qu'on retrouve les mêmes thèmes que dans les frères Karamazov, c'est-à-dire la corruption de l'esprit, le basculement du bien vers le mal, les questionnements autour de ce qui est bien, ce qui est mal. Donc c'est presque métaphysique en fait. Sauf que celui-là, voilà, il est beaucoup plus court, beaucoup plus simple, un peu plus dans l'aventure et dans la critique de la société bourgeoise dans laquelle il s'inscrit, puisque ça reste Londres au 19e siècle, chez les bourgeois. Hein. Pour ceux qui veulent un résumé, en gros, c'est un peu comme Faust de Goethe, si vous connaissez. C'est donc le jeune Dorian Gray va être peint en portrait en fait, sauf qu'à un moment donné il va pactiser avec le diable et en gros il va garder son éternelle jeunesse tout le temps, sauf que c'est son portrait qui va porter les traces ensuite de tous les vices qu'il commet et lui en échange il garde sa beauté. Sauf que c'est sur son portrait qu'on voit qu'il est vieux, qu'on voit qu'il est ridé, qu'on voit qu'il boit beaucoup, qu'on voit un sourire sournois, on voit tout le vice de Dorian à travers son portrait et lui en échange il n'a rien. Et en gros voilà, c'est toutes les questions sur l'apparence, sur le réel, la réelle personnalité des gens,
et des trucs comme ça. Et ce que j'avais aimé, voilà, c'est que c'était beaucoup des questions métaphysiques autour de définition du bien et du mal, autour de ce qui est bien et ce qui est mal, comment faire le bien, comment faire le mal. Et Elena me l'avait offert parce que justement ça questionnait un peu les mêmes choses. Dostoïevski, il est très spirituel dans ses livres parce qu'il a vécu à une époque où en gros c'était le déclin de la spiritualité russe et le déclin de la religion dans la société en fait, chez les Russes. Donc on retrouve beaucoup de questionnements autour de est-ce qu'il y a réellement un Dieu? S'il y a un Dieu, pourquoi il nous laisse dans notre misère? Etc. Il y a beaucoup de choses comme ça en fait. Et en plus, Dostoïevski, je sais pas s'il a vécu une vie aussi torturée que s'il raconte dans ses livres, mais il y a beaucoup ces thèmes-là qui reviennent dans beaucoup de ses écrits. Là en plus, ma sœur, elle a fêté son anniversaire et on lui a offert les Nuits Blanches. Du coup, j'étais à deux doigts de dire merci à sa place puisque je pense que je vais aller lui piquer et le lire. Voilà, c'est beaucoup plus court en tout cas que cette bricasse, genre ça doit faire ça par rapport au livre. Croyez-moi que c'est prévu que je lise les Nuits Blanches un jour. Et voilà, donc c'est ça que je voulais lire un petit peu. C'est pas les lectures les plus gaies, hein, mais écoutez, ça fait un moment que je lis des lectures assez sympas. Genre ça, c'est du pur divertissement. Voilà. Les Trois Mousquetaires, pareil, c'est du pur divertissement. Donc un petit peu de réflexion, voilà, sur le monde. Pas de soucis. Un petit peu de philosophie, ça ne fait pas de mal. Il faudrait que je me mette à de la vraie philosophie, genre des livres de non-fiction philosophique écrits par des auteurs philosophiques. Faudrait que je m'y mette. Mais de la fiction philosophique, c'est comme ça que j'arrive à mieux comprendre les questions des philosophes. Je parle beaucoup. Je parle beaucoup, je digresse beaucoup, je m'égare beaucoup. Donc si vous avez réussi à suivre jusque-là, ça fait 32 minutes là tout de suite que je filme. Là, je peux réellement couper ma vidéo au lieu de me tromper et de laisser 2 livres sur lesquels je n'ai pas parlé alors que j'avais prévu de parler. Là, je peux vraiment finir la vidéo. Merci beaucoup à vous si vous avez réussi à suivre ce que je raconte depuis tout à l'heure. Écoutez, moi je pense que je vais me remettre devant ma télé. Je vais sûrement poster ça ce soir ou alors demain. Parce que de toute façon c'est le week-end. Et écoutez, si un jour j'ai la foi de faire toutes les vidéos que je voulais faire un bookshelf tour. Je sais pas si un jour j'aurai la force de le faire. Il y en a un petit monde derrière moi. Mais, écoutez, un jour je le ferai, un jour je le ferai pas. We never know. J'espère vous retrouver du coup avec mon bookshelf tour et d'autres vidéos dans lesquelles j'aurais eu l'idée ou alors d'autres papotages comme ça où je vous tunnel sur ma vie, sur mes obsessions du moment, sur mes livres, sur les films que je regarde, les séries que je regarde. J'en regarde aucune pour l'instant. Mais écoutez, voilà. Si ça vous a plu, si vous aimez bien le fait que je raconte un peu plus ma vie, même si je ne fais pas de vlog, parce que d'habitude je raconte ma vie en faisant des vlogs. Si mes vlogs de l'année vous ont plu, suivez-moi. Si vous aimez bien que je vous tunnel, suivez-moi. Si vous attendez avec impatience le bookshelf tour complètement non esthétique que j'ai derrière moi, suivez-moi aussi. Et écoutez, on se retrouve la prochaine fois que j'aurai des idées de vidéos. I don't know when, someday. En vrai, ce qui est bien par contre, c'est que comme je garde le même rythme de vidéo qui est genre de 1 mois, genre je poste tous les mois, vous avez pas l'impression, vous avez l'impression que c'est mon rythme habituel. Non, ça fait vraiment 1 mois et demi que je vais pas toucher à cette caméra. Voilà. Donc bon, anyway, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, surtout avec l'été caniculaire qu'on se tape. Et continuez soit de vous ennuyer, soit de vous éclater. Dites à personne, ne laissez personne en tout cas vous dire comment vous devez vivre votre été et juste vivez-le comme vous le sentez. Et écoutez, nous on se retrouve très bientôt.